Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'André Douzet et nous allons parler du mystère de Rennes-le-Château. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. André Douzet, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, vous avez un site internet, andredouzet.com. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous allons évoquer le mystère de Rennes-le-Château, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des recherches sur Rennes-le-Château ? L'affaire de Rennes-le-Château est entrée dans ma vie il y a pratiquement une cinquantaine d'années parce qu'un de mes ancêtres avait commencé lui-même des recherches parce qu'il s'était aperçu que l'abbé Saunière, l'abbé Béranger Saunière, ce prêtre par qui l'affaire de Rennes-le-Château va être révélée au public, était venu dans notre région du Pilat et de Lyon à son époque, et c'est ce qui nous a amené ensuite à nous intéresser pour savoir ce que ce prêtre était venu faire dans la région et surtout ce qui avait motivé ce qu'il a pu découvrir dans le Razès, à Rennes-le-Château même. Alors Rennes-le-Château se trouve dans l'Aude, près de Carcassonne, c'est pas très loin. Rappelons les faits. Qui était l'abbé Saunière ? Saunière est un prêtre qui va arriver à la cure de Rennes-le-Château vers la fin du 19e siècle. Il va arriver à l'âge de 33 ans à Rennes-le-Château. Et c'est ce prêtre qui va finir par découvrir que son église serait au centre d'une énigme, un mystère, et il va finir par découvrir cette énigme, ce mystère, peut-être même la résoudre et arriver jusqu'à terme. Alors en effet, Rennes-le-Château est un petit village qui, à l'époque de Béranger Saunière, comprend peut-être une centaine d'habitants. C'est un village qui est complètement qui est perdu, qui est isolé, qui est sur un plateau et qui n'est pratiquement pas connu de la population des environs. Ce n'est qu'un tout petit village sans importance jusqu'à l'arrivée de l'abbé Béranger Saunière. Oui, alors c'est un village qui est assez perché, hein. Oui, il est sur un plateau avec une particularité géologique, c'est que ce village se situe sur un piton, sur un plateau, c'est surélevé, mais surtout l'avantage géologique et hydraulique de ce site, c'est que l'eau surgit en haut du plateau, c'est-à-dire qu'elle arrive sans doute de très très loin avec énormément de pression, mais ce qui va permettre très tôt, et probablement depuis l'origine des premiers hommes qui habitèrent la région, de montrer quelque chose, un site extraordinaire, c'est-à-dire un endroit qu'on peut facilement fortifier puisqu'il est surélevé, il n'est pas très grand, et surtout il y a de l'eau, ce qui permet de tenir un siège sans moindre problème. Alors je suppose que vous vous êtes rendu plusieurs fois, plusieurs reprises à Rennes-le-Château pour enquêter. Oui, c'est un village qui attire énormément de monde par l'énigme de son passé, surtout par le mystère de Béranger Saunière, et c'est en s'endant dans ce village qu'on s'aperçoit des réalisations que Saunière a pu réaliser dans son église, les travaux qu'il a pu y conduire, et peut-être même commencer à découvrir une partie de ce mystère au moment où il va entamer des travaux, c'est-à-dire entrer dans la partie wisigothe de cette église.
Alors, qui avez-vous rencontré à Rennes-le-Château pour mener votre enquête? Personnellement, nous avons conduit cette enquête seul. Au départ, puisque j'avais quelques éléments qui dataient de mon ancêtre. Ensuite, j'ai pu rencontrer des personnages qui avaient connu l'énigme de Rennes-le-Château au moment où Gérard de Sède écrit son livre qui va révéler cette histoire au grand public. Il y a là à Rennes-le-Château une petite une quinzaine de chercheurs de trésors. Et ce sont ces personnages qui vont commencer à mettre en émoi les chercheurs de trésors, les historiens, et puis évidemment les amateurs d'énigmes d'un passé dont le Razès est un des plus beaux fleurons. Alors justement, comme vous le dites à l'instant, de nombreuses personnes se sont rendues sur les lieux à Rennes-le-Château. Ce fameux trésor est vraiment convoité et personne n'a rien trouvé, bien entendu. Non, c'est ce qui pour nous est quelque chose d'extraordinaire, c'est que en fin de compte, nous depuis le bouquin de Gérard de Sède, et même avant lui Robert Charroux, puisque Gérard de Sède avoue que c'est en lisant Trésor du monde de Robert Charroux qu'il apprend l'existence de l'énigme du curé au milliard à Rennes-le-Château. Et si Saunière, lui, est appelé le curé au milliard, si effectivement il a découvert quelque chose qui va le rendre assez vite très riche, on ne sait toujours pas ce qu'il a pu trouver réellement à Rennes-le-Château. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la masse des chercheurs prétendant avoir trouvé la clé de l'énigme de Rennes-le-Château sont incapables d'aligner sur une table ne serait-ce qu'une dizaine de pièces de monnaie. Donc, on peut se poser la question, et on se l'est posé nous-mêmes, Saunière a-t-il découvert un important trésor à Rennes-le-Château, ou Rennes-le-Château était-il simplement une balise, une somme de renseignements qui permettait d'aller effectivement au véritable trésor de Rennes-le-Château, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres, une trentaine, une quarantaine de kilomètres, dans le Roussillon, à Périos plus précisément. Alors là aussi, vous avez enquêté, et je suppose que vous n'êtes pas le seul à enquêter, il doit y avoir du monde sur le coup pour cette affaire de Rennes-le-Château. Il y a effectivement, depuis on peut dire pratiquement maintenant un petit siècle, 80 ans, 90 ans, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui se sont penchées sur cette énigme, certains avec beaucoup plus de succès et beaucoup plus d'âpreté que d'autres. Toujours est-il qu'on s'aperçoit effectivement que le passé historique de Rennes-le-Château comporte des éléments qui sont étranges, surtout à l'époque, à partir du moment où les Wisigoths commencent à fortifier et à faire de ce village un point fort important. On va le retrouver jusqu'au XIVe siècle, XVe siècle, comme un emplacement privilégié, fortifié, comme si ce piton auto-gardait un secret qui va être cherché pendant des siècles et des siècles. Le dernier siècle qui vient de s'écouler pour nous est proche, et puis on a un système d'archivage qui permet de comprendre ce que les gens ont pu chercher. On peut estimer qu'actuellement, en effet, plusieurs milliers de personnes ont entamé des recherches. On peut dire 300, 400, 500 écrivains se sont penchés sur le sujet, sans pour autant aujourd'hui apporter une solution tangible, matérielle, à cette énigme de Rennes-le-Château. Ce qui signifiait pour nous, depuis l'origine de nos recherches, que l'énigme existe, mais elle existe bel et bien, mais elle se situe dans un autre emplacement que Rennes-le-Château. Je le répète, c'est à côté, c'est toujours dans l'Aude, c'est d'Urban, et à côté de Durban, dans le Roussillon, Véropouls, Périlos plus précisément. Alors, vous êtes allé justement dans cet endroit ? Oui, il y a une trentaine d'années que nous avons eu connaissance de cet emplacement. On s'aperçoit déjà sur un plan de toponymie que le village de Périlos se trouve à proximité d'un autre village qui s'appelle Opouls, et qui en sonorité a la même sonorité que le Opouls
famille de Hautpoul de Rennes-le-Château. L'orthographe est différent, mais on va s'apercevoir que cet autre Hautpoul dans le Roussillon a abrité sur ces terres quelque chose qui a été connu par les seigneurs de Périlos et qui a pu se propager jusqu'à Rennes-le-Château, c'est-à-dire jusqu'à cette forteresse de l'ancien Razès. Alors, est-ce qu'il y a quelques détails qui peuvent nous faire tilter justement pour commencer à faire des recherches dans cette région? Oui. Le problème, pour arriver à Périlos, commence à Rennes-le-Château. Et on va s'apercevoir que c'est en fin de compte, c'est une histoire de curé. Puisque Béranger Saunière est prêtre, et on va s'apercevoir que ses prédécesseurs étaient au courant d'un secret. On va prendre par exemple l'abbé Boudet, qui va prendre Béranger Saunière en main, qui va en somme le parrainer, et à mon avis non seulement le parrainer, mais le téléguider et le conduire lentement sur un axe de recherche qui va l'emmener à Périlos. Donc Boudet, un prêtre. Ensuite, l'abbé Gélis. L'abbé Gélis est un prêtre qui est de l'autre côté de Rennes-le-Château, à quelques kilomètres, Custosa, et l'abbé Gélis, lui, va participer probablement à une partie des recherches de Saunière. Était-il trop gourmand? Toujours est-il que l'abbé Gélis sera massacré dans des conditions extrêmement étranges, comme si on avait voulu le faire taire, comme s'il avait été trop gourmand. Ensuite, il y a le dernier prêtre de Rennes-le-Château au moment de la Révolution, qui est celui qui va laisser le message le plus important à propos de cette énigme, puisqu'il est confesseur de la dame d'Hautpoul. On retombe encore une fois sur un Hautpoul, et non seulement il est son confesseur, mais c'est lui qui va entendre les dernières volontés, les derniers mots de la dame d'Hautpoul, qui était au courant du secret de Rennes-le-Château et de l'autre partie du secret, c'est-à-dire sur Hautpoul-Périlos. Tous ces prêtres du Razès, étroitement liés au Razès, y compris Béranger Saunière, ont tous, à un moment de leur vie, passé une partie de leurs activités religieuses à Durban, c'est-à-dire à côté de Périlos. Gélis, Boudet, Béranger Saunière, et ce prêtre qui est le dernier de Rennes-le-Château avant la Révolution, comme si ils avaient été à propos du prolongement de ce secret du côté de Périlos. On va également trouver le déplacement dans ce secteur, par exemple du docteur Courant, qui était un docteur qui s'était intéressé à Rennes-les-Bains et qui va finir sa vie à côté de Périlos, et d'autres chercheurs qui vont se déplacer, comme nous le ferons un petit peu plus tard, de Rennes-le-Château jusqu'à Hautpoul-Périlos. Qu'est-ce qui nous amène à Périlos? Eh bien, on va s'apercevoir que les seigneurs de Périlos ont sur leur terre une parcelle, et cette parcelle va être celle qui va furieusement intéresser Béranger Saunière. Elle va l'intéresser au point qu'à la fin de sa vie, Béranger Saunière va mourir de problèmes cardiaques importants, à une époque où les médicaments et le savoir de la médecine en matière cardiaque est relativement réduit. Béranger Saunière est informé que c'est le deuxième infarctus et qu'il n'y en aura pas un troisième. Il va s'affaiblir extrêmement vite, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'à la fin de sa vie, la dernière année, il va commander une sorte de maquette en volume qui pourrait représenter les endroits qui ont vu les dernières heures de Jésus. En réalité, on s'aperçoit que ça n'a aucune commune mesure géographique et topographique avec Jérusalem, et que cette maquette qui commande est une copie, est une représentation d'une partie de la topographie d'Hautpoul-Périlos. On sait qu'à Rennes-le-Château, de nombreux écrivains ont commencé à nous dire qu'il y aurait eu un tombeau très important, et peut-être un élément majeur sur l'histoire du Christ, de Jésus, et peut-être d'éléments concernant la fin de sa vie. Or, Béranger Saunière, sur sa maquette, non seulement représente une partie de la topographie de Périlos, mais ouvertement va signaler sur cette maquette que dans la région d'Hautpoul
Poulpérilos, ce tombeau existe bel et bien, et il le situe géographiquement. Voilà. En somme, le secret de Rennes-le-Château se déplace sur Périlos. À Rennes-le-Château, il n'y a pas les fameux tombeaux qu'on attend, ni même l'histoire qui est amplifiée de Marie-Madeleine, mais que toute cette partie merveilleuse, extraordinaire de notre histoire d'il y a 2000 ans est transposée sur un site connu des curés de Rennes-le-Château, à Aupoul-Périlos, qui est dans le Roussillon, c'est-à-dire à 30-40 km de Rennes-le-Château. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie d'André Douzet dans la clé du mystère et nous parlons du mystère de Rennes-le-Château. Alors revenons quand même à Rennes-le-Château. Quels sont les édifices que l'abbé Sommière a édifiés? Enfin, je sais qu'il a fait faire restaurer l'église, hein, c'est bien ça? Lorsque Sommière arrive, l'église est quasiment frappée d'un ordre de démolition. Le préfet a fait ouvrir une enquête et l'église est tellement fragilisée qu'on a peur qu'elle s'effondre sur les fidèles pendant l'office. Donc lorsque Béranger Saunière, l'église est dans un état plus que précaire, il y a eu plusieurs tempêtes qui ont fini de débranler l'édifice et lorsqu'il arrive, il n'y a plus de vitrail. Il n'y a plus grand-chose et les autorités envisagent purement et simplement de faire mettre à bas cette église qui représente plus de danger qu'autre chose. Béranger Saunière va s'intéresser très vite à son église et c'est ce qui me fait dire que Béranger Saunière n'a pas pu réaliser ce qu'il avait pu commencer à chercher ou à découvrir seul, parce qu'on est à l'époque de Béranger Saunière où le téléphone n'existe quasiment pas. Il n'y a que les autorités d'État qui en disposent, et peut-être quelques médecins, la gendarmerie. Évidemment, Internet est loin d'exister. On ne peut utiliser que le courrier, et il est impossible que Béranger Saunière ait pu être mis à propos de ce que son église pouvait représenter en aussi peu de temps. Donc je pense qu'effectivement c'est un curé qui a été téléguidé, qu'on a envoyé sur le terrain pour entamer une recherche que personne ne pouvait conduire parce qu'il fallait un prêtre. Béranger Saunière arrive, il entame des travaux et effectivement, en déplaçant le maître-autel qui était un maître-autel wisigoth, il va découvrir une série d'indices. On parle de documents contenus dans une ampoule et qui auraient pu être cachés dans un des piliers, mais c'est tout petit. Et nous sommes loin des grands et petits parchemins que l'histoire va nous présenter avec Gérard de Sède un peu plus tard. Et Béranger Saunière va effectivement trouver, en déplaçant tout ceci, un magot, un premier magot, mais qui est probablement quelque chose comme on en trouverait dans de nombreuses églises wisigothes en France aujourd'hui et même à l'étranger. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que on est à peu près certain qu'il a découvert effectivement un accès qui lui permettait de passer sous l'église, de découvrir une partie du secret des Hauts-Poules, et là, effectivement, les choses vont changer. Les autorités civiles et religieuses vont s'intéresser à lui, et jusqu'aux chambeurs qui vont lui envoyer une somme d'argent plus que conséquente pour pouvoir entamer les travaux de restauration de son église. Saunière va sauver son église de ses deniers sans que l'évêché apporte la moindre somme. La mairie est trop pauvre et ne peut pas subvenir non plus, et donc Béranger Saunière va trouver l'argent nécessaire, il va trouver de l'argent. Des nobles vont lui apporter des sommes conséquentes, peu de religieux, et on pense tout simplement que Saunière commence à découvrir un trésor qu'il va négocier et qui va lui permettre de refaire son église telle qu'elle est aujourd'hui. Saunière a sauvé son église et son presbytère en faisant à ses frais tous les travaux de restauration, de rénovation qu'on peut voir aujourd'hui.
Alors, il y a un édifice qui s'appelle, je crois, la Villa Magdala, c'est ça? Oui. Béranger Saunière, non seulement va, de ses deniers, remonter son église, son presbytère, mais ensuite, il va être au prix d'une sorte de frénésie de dépenses d'argent, mais c'est une dépense qui est, on peut dire, compréhensible pour un homme qui n'a jamais été riche d'arriver à ce stade. Il va vouloir construire un domaine. Ce domaine, il va le coller au presbytère, c'est-à-dire que ce domaine va comprendre un terrain assez important, puisqu'on va jusqu'au bout du plateau, de l'église jusqu'au bout du plateau. Sur ce plateau, il va faire édifier une villa, et pour l'époque, c'est quelque chose de remarquable. C'est une villa luxueuse, c'est une villa bourgeoise, qui est très bien aménagée. Ensuite, il va faire aménager un domaine, et au bout de ce domaine, il va faire construire la tour Magdala. Et on va s'apercevoir que tout ce domaine est placé sous le vocable de Marie-Madeleine. La tour Magdala, évidemment, la villa Béthanie, qui est en étroite relation avec le personnage religieux de Marie-Madeleine, et puis l'église de Rennes-le-Château, qui se trouve sous le vocable de Marie-Madeleine elle-même. Béranger Saunière va vouer à cette sainte un culte qui va frôler la frénésie, pratiquement l'idolâtrie, et on pense que c'est le savoir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem, qui a eu pour témoin cette femme qui était Madeleine, et qui a fasciné Béranger Saunière, qui d'ailleurs lui a permis d'accomplir tous ses projets grandioses et financiers. Alors, que pensez-vous de cette théorie? Des gens disent régulièrement, enfin moi je l'ai entendu sur certaines antennes de radio, que l'abbé Saumière aurait trouvé ce fameux trésor et aurait tout investi justement en construisant ces édifices. Et que le trésor finalement, il n'y en aurait plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Je pense que Béranger Saunière a trouvé effectivement ce qu'on pourrait appeler un dépôt trésoraire, comme on a pu en dissimuler depuis l'époque des Romains dans le sud de la France et d'ailleurs un petit peu partout en Europe. Béranger Saunière a effectivement trouvé de quoi monnayer un dépôt. On ne sait pas de quoi était composé ce dépôt. Mais à mon avis, il y a eu autre chose. On pense d'ailleurs de plus en plus que non seulement il a eu accès à un dépôt, que dans ce dépôt il a pu trouver des objets très importants et qui ont pu intéresser d'importants collectionneurs, voire des princes, c'est-à-dire que ça aurait permis d'étayer certaines généalogies de princes européens allant très très loin jusqu'au début de notre civilisation, c'est-à-dire l'an 0, l'an plus ou moins 0, avant et après Jésus-Christ. Et je pense que Saunière a plus négocié un savoir, une découverte historique qu'un important dépôt. L'important dépôt, il a dû effectivement se servir dedans pour avoir quelques facilités de trésorerie, mais on s'aperçoit que des princes, des aristocrates vont lui envoyer de l'argent sans qu'il y ait une raison qui soit cohérente, comme si ces gens voulaient payer ce que Saunière avait pu apprendre et découvrir en savoir. Il y a un proverbe qui est intéressant, qui dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Alors on ne sait pas si on a effectivement monnayé Saunière, si on lui a donné de l'argent pour qu'il parle sur ce qu'il a découvert, ou si on lui en a donné encore plus pour qu'il se taise sur ce qu'il a découvert. Alors, pensez-vous que nous allons découvrir ce fameux trésor? On est dans l'époque des révélations. Est-ce qu'on va trouver ce trésor, à votre avis? Alors, venons-en aux terres de Périlos qui ont intéressé les 4 curés majeurs dans cette histoire, y compris l'évêché. Par exemple, nous avons à Perpignan, nous avons encore aujourd'hui des sociétés religieuses, la Sanche par exemple, et la Sanche qui est notoire et qui a pignon sur rue à Perpignan et qui régulièrement, une fois par an, fait une procession dans Perpignan qui déplace des gens qui viennent jusque de Chine pour assister à cette procession. Et la Sanche, ouvertement, admet qu'elle recherche
dans cette région la grande relique. Alors moi, je pensais qu'il y avait des reliques, effectivement. En religion, il n'y a pratiquement pas une église qui ne dispose pas d'une relique. Je ne savais pas qu'il y avait des grandes et des petites reliques. Et pour la Sanche, c'est une recherche qui est très importante, la grande relique. Comme si cette relique pouvait couvrir toutes les autres et tout un pan de notre histoire, voire assurer le pouvoir et la facilité à celui qui finirait par retrouver cette relique. On s'aperçoit que les seigneurs de Périlos étaient dépositaires d'un savoir et que sur leur terre il y avait un lepin qui contenait, et c'est un document de notaire royal qui ne se cache pas pour le dire, sur ce lepin de terre il y avait un tombeau royal et sacré extrêmement ancien. Tant qu'on n'a pas le droit d'y chasser, d'y ramasser des pierres pour construire, d'y couper du bois, d'y brûler, on n'a pas le droit de se battre sur ce terrain, et les Périlos n'en sont pas les propriétaires, mais simplement les dépositaires. Et on s'aperçoit que l'histoire des Périlos, autour de la possibilité d'un savoir, d'un tombeau très ancien, qui aurait 2000 ans et qui aurait abrité un personnage biblique. N'oublions pas que Béranger Saunière est un prêtre. Donc il a une connaissance de la religion, on peut espérer qu'il complète. On sait très bien qu'au moment de la crucifixion, pour aller vite, on décloue Jésus, et il faut que dans l'heure qui suit, puisqu'on est sur un vendredi, il faut que dans l'heure qui suit, il soit enfoui dans un tombeau. On le met effectivement dans un tombeau qui est à côté du Golgotha. On est encore à Jérusalem, mais le lundi de Pâques, on voit ressurgir cet homme de son tombeau, et il va disparaître 40 ans plus tard. Pour nous, il n'est pas mort sur la croix, il y a eu un simulacre, il y a quelque chose qui a été extrêmement pénible, mais qui s'est passé et qui a nécessité la complicité de Ponce Pilate, et on pourrait expliquer pourquoi et comment. Et on sait que Saunière est au courant de cette histoire. Il ne peut donc y avoir qu'un seul tombeau sur un plan religieux et biblique, c'est admis par l'Église, un seul tombeau qui est celui de Joseph d'Arimathie, qui va servir à Jésus. Donc il n'y a qu'un seul tombeau pour ces deux personnages. Or, Béranger Saunière, sur la maquette géographique qu'il fait réaliser, qui correspond à une partie précise des terres de Périlos, écrit en toutes lettres sur cette maquette, tombeau de Joseph d'Arimathie, jusque-là tout va bien, on est dans la conformité des écrits bibliques, et à côté, un autre tombeau qu'il écrit en toutes lettres, tombeau de Jésus-Christ. Ah oui. Il y aurait donc bien eu un tombeau de cet homme, soit on a transféré sa dépouille s'il est mort sur la croix, soit il y a eu simulacre et il a fini ses jours tranquillement en Gaule. Quoi qu'il en soit, si cet homme n'est pas mort, c'est un chamboulement et c'est quelque chose de phénoménal pour la religion qui aurait menti pendant 2000 ans. Oui, ce savoir est lié effectivement à d'autres choses qui correspondraient à un savoir sur les origines de l'humanité. Et ce savoir, cet emplacement, ce tombeau, Béranger Saunière y est allé, on en est certain, se trouve sur les terres des Périlos. Maintenant, quant à la question, est-ce que ce tombeau va ressortir, est-ce qu'il a été découvert? Eh bien, je peux vous répondre que oui, puisque nous avons pu, grâce à la maquette et après une vingtaine d'années de recherche sur le terrain, relire la maquette telle que Saunière l'avait chiffrée, la déchiffrer et faire le cheminement inverse qu'a fait ce prêtre pour y accéder. À partir de là, on accède à deux cavités, une qui a été visitée et on pense que Saunière est arrivé jusqu'au bout mais n'a pas violé le tombeau, c'est celle qui est inscrite sur la maquette comme étant celle de Joseph d'Arimathie, et une autre, celle intitulée Tombeau de Jésus-Christ, qui est fermée, comme on a pu le montrer avec des photographies réalisées sur place, qui est fermée par un bouchon de pierre roulée devant l'orifice du tombeau, selon la mode et la tradition religieuse juive. Ce tombeau existe, nous avons fini par le localiser, par le trouver. Maintenant, l'avoir trouvé c'est une chose, le forcer, le violer en est une autre, parce que selon la loi française, nous ne sommes pas mandatés pour ce genre de recherche. L'ouvrir aujourd'hui,
reviendrait à tomber sous le coup des accusations de violation de sépulture, violation de propriété privée et surtout destruction du passé archéologique patrimonial de la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en stand-by. Il va nous manquer les moyens d'aller plus loin ou peut-être tout simplement une relation archéologique qui va nous permettre de faire prendre la relève par un archéologue sur cette affaire, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc la révélation de ce que Saunière a trouvé et qui se trouve actuellement encore enfoui sous les terres de Périlos risque d'être mise à jour, mettons, dans les 1 an, 2 ans qui viennent. Mais quand vous demandez, vous, chercheurs, enquêteurs, quand vous demandez des autorisations aux autorités, au gouvernement, finalement, quelle est la réaction? Est-ce que vous arrivez à certains moments à obtenir des autorisations ou alors c'est le blocus total? Alors, plus aucune autorisation de fouille n'est accordée à un particulier. Ah oui. Sauf s'il peut aligner suffisamment de connaissances et justifier un savoir en archéologie, en histoire, voire même peut-être simplement en géologie, mais c'est terminé. Autrefois, on pouvait demander une autorisation de sondage avec simplement l'autorisation du propriétaire du terrain, qu'il soit l'État ou un privé. À partir de là, monsieur le préfet donnait lui aussi son autorisation et on pouvait partir avec la pelle et la pioche en toute quiétude et en toute légalité. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors déjà, il est très difficile d'entreprendre une recherche sur le terrain sans prononcer le mot fouille, mais en ce qui concerne Périlos, on va s'apercevoir que peu à peu, les autorités vont faire tout ce qu'elles peuvent pour que, par exemple, une partie des terrains qui sont autour de ce site soient occupés petit à petit comme des terrains d'entraînement pour les militaires, pour la Légion, pour les chars d'assaut, ce qui fait qu'on va rendre petit à petit cette parcelle complètement inaccessible parce que traverser un terrain militaire est quelque chose qui vous fait tomber sous le coup de la loi. Les autorités surveillent très étroitement ce secteur et on en aurait encore pour facilement 1 heure ou 2 à expliquer les quelques témoignages que nous pouvons avoir en la matière. On s'aperçoit que l'endroit est quadrillé, que des militaires en civil et des services secrets, puisqu'il y a eu un grave incident il y a 4 ou 5 ans qui a été répercuté sur toutes les chaînes de télévision en France et même à l'étranger, où on a pu voir 2 agents, et c'est reconnu par l'État, 2 agents des services secrets qui se sont fait exploser la figure sur un secteur de Périlos parce qu'ils allaient faire quelque chose avec des kilos d'explosifs surpuissants dans des sacs à dos. Lorsqu'ils se sont fait exploser, ils étaient à peine à 500 ou 600 mètres du point 0 et du point numéro 1. Donc on peut estimer que l'État français a une connaissance de quelque chose. Il ne sait pas précisément ni quoi, ni où, avec certitude. Et je pense qu'actuellement, il y a une sorte de volonté de mettre le blackout sur la découverte et encore plus sur l'ouverture de ces 2 tombeaux. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie d'André Douzet dans la clé du mystère et nous parlons du mystère de Rennes-le-Château. Donc quelque part on continue à faire de la désinformation. Oui. C'est une manière de désinformer. Ah oui, et non seulement de la désinformation, mais nous sommes retrouvés avec des plaintes émanant de la préfecture et des archives départementales des Pyrénées-Orientales pour nous faire lâcher
le fameux document notarié que nous avions fini par retrouver. Évidemment, alors qu'il est, ce document, nous ne l'avons toujours pas lâché. Et c'est pas demain la veille que ça va se produire. Mais ce document est suffisamment précis pour que maintenant, avec les instruments que nous avons de repérage sur le terrain type GPS, on puisse retrouver effectivement ce que ce notaire royal avait signalé comme étant un tombeau royal et sacré. Nous avons la certitude que les autorités religieuses et civiles sont à propos de quelque chose qui serait extrêmement dérangeant si on le remettait à jour sur ce secteur. C'est incroyable, on est toujours dans la même configuration, c'est-à-dire des informations, on ne peut rien faire, on a le droit de rien, c'est phénoménal ça comme attitude. Oui, et on va s'apercevoir que, évidemment, lorsque nous avons découvert cette maquette, très vite, il a été dit, c'est un faux, Douzet a fabriqué la maquette. Évidemment. Bien entendu. C'était ce qui était le plus simple. Le problème est que cette maquette, lorsqu'on m'a accusé de l'avoir fabriquée, personne ne l'avait vue. Alors, ce qui m'a toujours épaté, c'est que ces gens qui m'accusaient d'avoir fabriqué la maquette avaient fait une recherche dans ma vie privée et s'étaient aperçus qu'effectivement, lorsque j'étais adolescente, je faisais des maquettes. Le problème est qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin pour s'apercevoir que le terme de maquette s'adressait à des petits avions qui étaient propulsés par un moteur thermique en vol circulaire, et c'était des maquettes volantes, ça n'avait rien à voir avec une maquette topographique. Ensuite, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une bourde monumentale et que la maquette a fini par être vue, a été exposée, et il a été convenu effectivement qu'elle n'était pas récente, mais elle avait bien effectivement un siècle. Et à partir de là, étant extrêmement gêné par le fait que la maquette existait, et que ce n'était pas un faux, que ce n'était pas moi qui l'avais fabriqué, on a voulu dire, et avec le plus grand sérieux possible, et si ces gens-là écoutent votre émission, ils se reconnaîtront, et ce sera très intéressant, ils ont dit que cette maquette avait été simplement faite en tant qu'objet ludique, pour apprendre le catéchisme aux petits-enfants des cures et des paroisses de France, bien sûr. À ces gens-là, je vais rétorquer, comment peut-on apprendre la religion à de jeunes enfants de 10 à 13 ans en leur parlant uniquement des 3 derniers jours de la vie de cet homme qu'on appelait Jésus? C'est pas comme ça qu'on apprend la Bible. On apprend comment il est mort, là où il a été arrêté, là où il a été crucifié, là où il a été mis dans un tombeau. Certes, c'est très important parce que c'est à partir de ces événements que va naître la religion catholique, chrétienne, c'est vrai, mais ce n'est pas l'histoire religieuse dans son intégralité. Donc cette maquette ne représente pas un objet ludique qui est simplement fait à l'usage des petits-enfants pour illustrer la vie du petit Jésus. C'est un message que Saunière a lancé. Et on a tant et bien fait qu'un jour, quelqu'un a réussi à me soustraire en toute légalité l'original de la maquette. Que tout le monde se rassure, nous avions eu le temps d'en faire plusieurs copies et nous avons toujours ces copies en notre possession, et j'irai même plus loin, il manque sur l'original de la maquette un morceau de la maquette qui a été cassé lors d'un transport, et lorsqu'on a réussi à me soustraire légalement cette maquette, la personne qui s'est crue maligne en me l'enlevant de cette façon ne s'est pas aperçue qu'il lui manquait un morceau important de la maquette que j'ai toujours et que j'ai pu rapporter sur la copie de la maquette, ce qui fait qu'à l'heure qu'il est, nous disposons dans nos locaux d'un petit musée où on peut voir la maquette entière avec ce morceau manquant que ceux qui nous ont pris la maquette n'ont pas et n'auront jamais. D'accord. Donc il y a eu une volonté, et ce sont des gens qui avaient énormément de pouvoir et d'argent, parce que c'était quand même quelqu'un, et ça ne me gêne pas de le dire sur les ondes, c'était quand même quelqu'un qui avait un poste très important dans une des plus grandes banques de France. Comment peut-on m'expliquer qu'un banquier qui a un pouvoir international dans une banque française et qui occupe, je crois, d'après ce qu'on m'avait dit, le 4e poste de cette banque, va s'intéresser à une maquette bidon dans une histoire fausse, d'un faux Jésus, d'un faux Périlos, d'un faux tombeau, et y mettent une somme plus que conséquente. Oui, c'est suspicieux. Qui serait assez idiot
parle en anciens francs, pas en euros, mais pratiquement 15 000 francs, 17 000 francs dans quelque chose qu'il va dire c'est bidon, c'est faux, ça n'existe pas. Et puis ensuite, la personne qui a réussi à me la soustraire ne la montre à personne, refuse d'en parler et la garde précieusement. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quant à nous, eh bien, nous sommes tout contents qu'en fin de compte, ça puisse montrer que cette maquette avait beaucoup d'importance et que nous en avons la copie. Et les gens qui peuvent venir visiter ou qui souhaitent venir visiter notre musée vont voir que nous avons remonté 27 kilos de monnaie d'un des deux sites que Saunière a visité avant nous. Donc effectivement, il a bien trouvé un gisement, on va dire, trésoraire, mais également des objets qui remontent à il y a 2000 ans, des objets romains, des objets religieux, des épingles qui servaient pour bloquer les linceuls à l'époque wisigothe, et surtout d'autres éléments qui remontent à l'époque juive, mais non pas en Palestine, bel et bien dans le secteur de Périlos, là où Saunière a trouvé ces deux tombeaux et que nous avons resitués à notre tour. En fin de compte, actuellement, nous sommes en train de terminer un musée dans lequel les gens pourront remonter cette chronologie, voir les objets que nous avons trouvés, alors qu'à Rennes-le-Château, encore une fois, je le dis, je mets au défi n'importe quel chercheur de me montrer la moindre pièce de monnaie du moindre trésor découvert à Rennes-le-Château. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter sur ce que nous avons dit sur le mystère du trésor de Rennes-le-Château ? Eh bien, oui. Il y aurait encore à ajouter quelque chose qui est très important. On voit que Saunière, à Rennes-le-Château, a été fasciné par le personnage biblique de Madeleine, Marie-Madeleine, la Magdalénienne. C'est vrai. Alors aujourd'hui, certains écrivains notoires qui ont été extrêmement célèbres dans les 10 ou 20 ans passés et qui se sont mis à trois pour écrire un livre qui était une bombe en parlant d'un tombeau de Jésus à Rennes-le-Château et ensuite d'un tombeau de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, tant qu'à faire, on pouvait y aller carrément. Eh bien, effectivement, on nous parle de l'église de Rennes-le-Château sous le vocable de Marie-Madeleine. Le gros problème, c'est que l'église de Rennes-le-Château sous le vocable de Marie-Madeleine ne passe sous le vocable de Marie-Madeleine qu'au XIVe siècle, et là ce sont des historiens qui le prouvent, au moment de la prise d'assaut de Rennes-le-Château par des mercenaires catalans, on est à la fin du XIVe siècle, ils prennent le village d'assaut, ils le brûlent, ils le saccagent, ils cherchent déjà un trésor qu'ils ne trouveront pas, mais au moment où ils prennent d'assaut le village, l'église de Rennes-le-Château, d'abord n'est pas l'église, mais tout simplement la chapelle castrale du château, et elle n'est pas sous le vocable de Marie-Madeleine, mais sous le vocable de la Vierge Marie. Et c'est à partir du moment où elle est transformée, où on va utiliser la chapelle castrale pour en faire l'église du village, parce qu'il n'y a plus d'église. L'église de Saint-Pierre-aux-Liens, qui est la seule église du village, a été brûlée. Elle devient l'église Marie-Madeleine. Donc toute l'histoire du début de Marie-Madeleine, où on veut voir son tombeau, ou l'endroit où elle est allée avec Jésus, c'est bidon, ça ne tient pas la route. Mais ça tient la route. Si on commence à étudier le pouvoir qu'ont eu les deux personnages, Jésus et Marie-Madeleine, à leur époque, et surtout Marie-Madeleine, qui va montrer que l'événement de la crucifixion, on pense tous, et les historiens et les religieux essayent d'entretenir cette image en nous laissant penser que c'est une histoire d'hommes. On a réglé ça entre hommes, on a crucifié un homme. Ce sont des légionnaires romains, donc des hommes qui ont été exécuteurs des hautes œuvres, des juifs, des hommes, un Ponce Pilate. Or, dès qu'on commence à éplucher, comme cette histoire a été épluchée par Marie-Ange Thibault, on s'aperçoit qu'en fin de compte, toute cette histoire a été orchestrée, dirigée par des femmes, dont Marie-Madeleine, et que cette histoire a été prolongée sur les terres de Périlos, où effectivement cette femme a pu mettre en terre, dans un tombeau, à la fin de sa vie, un certain dénommé Jésus. D'accord. Pour étayer ceci, et pour en finir sur ce sujet, pour montrer que Périlos appartient à cette tradition, on va dire, magdaléenne, c'est qu'aujourd'hui on nous dit, quand on visite les Saintes Maries de la Mer, en Camargue, on nous dit, c'est là que les saintes femmes ont abordé dans une barque où on les avait collées
naviguer depuis la Palestine sans rame, sans gouvernail et sans voile. Faux. Si on regarde la topographie qui va des Saintes-Maries de la Mer à la Sainte-Baume, on a rigoureusement la même topographie de la côte méditerranéenne vers Collioure, qui est quand même un port templier et sans doute le plus important de la côte française en la matière. À côté de Collioure, il y a un endroit qui ne s'appelle pas les Saintes-Maries de la Mer, mais Sainte-Marie de la Mer. Marie de la Mer. Et à partir de là, la toponymie est rigoureusement la même, mais elle finit pas à la Sainte-Baume, elle finit à Périlos. Et on a tout lieu de croire, d'après les traditions qu'on a retrouvées à ces endroits, qu'effectivement, une barque arrivée sans système de navigation, dans laquelle étaient entassées 5-6 personnes, des femmes et un homme, ont abordé à cet endroit et sont remontés sur Périlos, où ils ont continué à vivre. Eh bien, espérons que ce mystère de Rennes-le-Château verra le jour, hein, bientôt. En tout cas, André Douzet, merci. Vous avez un petit musée, donc. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce musée et où se trouve-t-il, ce musée? Eh bien, il se trouve à notre adresse, au 29 rue du Plat à Serrières, 07 340, c'est dans l'Ardèche. Dans l'Ardèche. Et nous avons dans nos caves installé quelques vitrines et nous sommes en train de terminer un musée qui va commencer à s'ouvrir au public d'une façon beaucoup plus confortable et beaucoup plus complète dès fin janvier. Et il y aura là exposé environ 1 millier d'objets qui correspondent à notre recherche et à nos découvertes sur le terrain. C'est là que les gens vont pouvoir voir la maquette, les objets conséquents et surtout le fameux document du notaire Courtade qui, loin de nous avoir échappé, est toujours dans notre collimateur et non plus dans le collimateur des autorités et de ceux qui ont voulu nous le faire lâcher. Il y a également des documentaires filmés, donc ceux qui étayent notre hypothèse et annulent définitivement celle d'une escroquerie et d'un canular monté par nos soins, puisque les premières images que nous avons filmées ont été faites avec des caméras qui étaient loin d'être des caméras numériques. Alors qu'avec le numérique, maintenant on peut faire n'importe quoi, on peut truquer toutes les images. Les premières images que nous avions venaient d'une caméra Super 8, où là on ne peut pas truquer, on ne peut pas tricher. Donc c'est dans ce musée que nous allons commencer à révéler à ceux que ça intéresse, lors de visites selon leur volonté, ou lors de conférences que nous allons y présenter. Voilà. Eh bien, vous nous informerez et puis on viendra certainement vous rendre une petite visite, en tout cas. C'est intéressant. Mais non seulement vous serez le bienvenu, mais nous vous remercions infiniment de la confiance et du privilège que vous nous avez accordé en nous laissant nous exprimer sur vos ondes. Alors, vous avez un site, on le disait en début d'émission, andredouzet.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Alors, surtout, ce qu'il faut faire, il faut surtout, pour voir tout ce que nous avons découvert, aller sur un site internet qui s'appelle Société Périlos. Société comme une société. Et Périlos sans accent, PERI2LOS.com. Ça, c'est le site où nous avons présenté, il y a 8000 pages de présentés, il y a des morceaux de films, il y a des images, il y a des documents, il y a tout ce que nous avons rassemblé depuis 47 ans maintenant. C'est surtout ce site qui est important parce que n'importe quel visiteur peut s'y promener selon ses attentions, ses humeurs ou l'importance qu'il peut accorder à ceci. Donc c'est essentiellement ce site. Le site andredouzet.com est un site qui est plus un site de contact pour les travaux et les ouvrages que nous avons que le site de Société Périlos. D'accord. Donc moi, je conseille à vos auditeurs et à ceux que ça intéresse de visiter le site Société Périlos. Et à partir du site Société Périlos, évidemment, il y a toutes les coordonnées pour nous joindre, poser les questions, venir visiter notre musée. Et surtout, lorsque nous organisons des visites sur site, que ce soit à Périlos ou à Rennes-le-Château, d'en être informés et si ça les intéresse, de pouvoir y participer, en précisant que nous pratiquons des tarifs qui permettent à tous et à n'importe qui de pouvoir nous suivre sans que ça coûte la peau du ventre. Alors vous organisez des visites sur site, intéressant. Oui. Sur Périlos, sur Rennes-le-Château,
Nous en organisons également sur Lyon et le massif du Pilat, qui étaient 2 secteurs où maintenant il est prouvé que Saunière s'était rendu pour y continuer, pour y agrandir ses recherches, surtout à partir des Chartreux dans le Pilat qui avaient connaissance de ce savoir. Et ce sont dans le courant de l'année, 5, 6 visites que nous organisons. Et les gens sont informés, ils s'inscrivent sur une liste et ils reçoivent une information qui ne les engage à rien et qui leur donne la date et les conditions pour pouvoir suivre ces visites guidées ou ces conférences. Voilà. André Douzet, merci d'avoir participé à cette émission, à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt, c'était vraiment passionnant et donc affaire à suivre. Et oui, affaire à suivre et tout le plaisir est pour nous et nous vous remercions de votre hospitalité radiophonique. À bientôt, au revoir. À bientôt. Fréquence Évasion.